Alors, quand je prononce le mot lacanal, que cela évoque-t-il pour vous? C'est aucune période, quoi. C'est aucune période, quoi. Je suis arrivé en octobre 29, quand mon père était nommé à Paris parce qu'il était professeur. Et Sceaux, à l'époque, était largement une ville de professeurs. Donc ses collègues ou ses camarades de l'école normale lui ont dit bah, évidemment, tu viens habiter à Sceaux. Donc je suis trouvé à la Canale, quoi. Et j'y suis resté jusqu'en terminale inclusivement. Époque à laquelle je ne pouvais pas continuer parce que les mathématiques spéciales de la Canale avaient été arrêtées l'année d'avant, si je me rappelle bien, de sorte que je suis parti à Louis Grand à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai été à la Canale de fin 29 jusqu'à l'été 34. Le mot lacanal évoquait quelque chose pour vous, Joseph Lacanal ou... Oh ben non, mais la Canale, l'origine, on sait que c'est un homme de la Révolution de 89, c'est un moine qui avait quitté les ordres d'ailleurs, et qui a eu un rôle important dans l'organisation de l'enseignement à l'époque. Je ne sais pas grand-chose de plus sur lui, mais enfin, ça on le sait. Mais vous le saviez déjà quand vous étiez rentré au lycée? Oh non, ça... avant ça ne me disait rien, bien sûr. Par la suite. Alors, comment étaient les alentours du lycée en 1929? Parce qu'aujourd'hui, il y a le château, il y a l'année d'honneur. Comment étaient les alentours du lycée? Bien, il y avait bien sûr le château tel qu'il est maintenant, le pavillon de l'Aurore. Les abords du château près du lycée étaient en gros comme ils sont maintenant. Alors de l'autre côté, ça s'arrêtait très vite. Immédiatement après le château, c'est-à-dire quand on regardait en direction Châtenay, il y avait une grande barrière. Après, c'était la friche. C'était une friche et sur la gauche, il y avait l'allée de la Duchesse et c'était tout. Autrement dit, le parc s'était réduit à très peu de choses à cette époque-là. Et je me rappelle très bien qu'on a vu l'espace ouvert au public se dégager, la série des cascades qui a été aménagée dans un style un peu, enfin, le style de l'époque, de l'époque de 1930, quoi. Alors, le Grand Canal, il y avait même des... On allait cadoter sur le Grand Canal, c'était prévu, mais non, ça n'existe plus. Enfin, ça s'est peu à peu élargi, ça j'en ai des souvenirs très précis. Alors après ça, qu'est-ce qu'il y avait les maisons dans la rue Franklin Roosevelt, je crois qu'il est sur la Reine, ça n'a pas tellement changé. Évidemment, il y a des maisons qui ont été remplacées par d'autres plus modernes. Ah ben, il y avait la maison où habitait Madame Peggy, où je suis allé plusieurs fois parce que je connaissais bien, et je connais toujours d'ailleurs Charles-Pierre Peggy, qui est le fils posthume de Peggy. Je l'ai encore revu il y a quelques années. Il a 3 ans de plus que moi. Après, on fait pas mal de choses ensemble à l'époque de la montagne, des choses comme ça. Et je l'ai encore revu l'an dernier. Et la maison de Madame Peggy, et puis il y avait une sœur plus âgée là, qui est morte presque centenaire il y a quelques mois. Je me rappelle les avoir rencontrés là. Et puis alors à l'époque, les élèves entraient justement par l'angle du lycée, qui est l'angle de l'avenue, c'est Franklin Roosevelt, et puis la grande avenue qui longe le parc, cette porte qui maintenant est murée. Mais tous les gens de l'époque vous le diront, à l'époque, les élèves entraient par là. Maintenant, je sais qu'il faut faire un détour par le parc, etc. Ça ne doit pas être très commode, d'ailleurs, pour les gens qui viennent de ça. Ça, c'est leur problème, ce n'est plus le mien. Je ne sais pas ce que je peux vous dire encore. Oh, c'est très bien. Le lycée, en tant que tel, vous fait penser à quoi? Avec ses grands murs et ses grands bâtiments? Moi, je sais. Vous effraie ou au contraire, vous l'avez trouvé sympathique comme lycée? Bon, l'ambiance était assez sympathique, j'avais quelques bons camarades. Le caractère un peu caserne à l'époque, ça choquait pas. Puis quand de l'extérieur, ça fait assez fermé, mais dedans, il y avait des cours. Il y a toujours des cours très vastes d'ailleurs. Donc c'était assez aéré, ça donnait sur un parc où on n'avait pas le droit d'aller. Mais enfin, le parc il existait quand même. Non, ça ne donnait pas une impression de maison bouclée, quoi. Non, enfin, l'ambiance n'était pas désagréable. Les classes n'étaient pas très nombreuses. À l'époque, les classes occupaient uniquement le rez-de-chaussée.
Au-dessus, c'était des dortoirs, parce que c'était un lycée qui avait été conçu pour accueillir beaucoup d'internes, notamment des enfants de parents ayant des situations à l'étranger. Donc ça avait été conçu comme lycée d'interne. Donc il y avait beaucoup de dortoirs. Je crois que maintenant les dortoirs ont diminué, qu'on a mis des classes, me semble-t-il. Enfin, je ne sais plus très bien comment ça marche maintenant. Et vous disiez que le parc était fermé. Vous n'aviez jamais la possibilité d'y accéder? Il y avait des raisons particulières? Non, normalement, les élèves ne devaient pas aller dans le parc. Alors, à certaines occasions, ça pouvait se faire. Puis je vois quand j'étais en seconde, en première, il y avait un lecteur d'allemand pour ceux qui voulaient s'entraîner à parler allemand. Enfin, quand il faisait bon, on allait avec lui dans le parc. Enfin, mais les élèves n'avaient pas le droit d'aller librement dans le parc. Et comme à l'époque, on était discipliné, on n'y allait pas. Et on m'a parlé de biches dans le parc. Vous les avez vus? Ah non, jamais connu ça. Vous n'avez pas connu? Jamais connu ça. Ça a peut-être été un phénomène un petit peu après. Quand vous avez mis les pieds à la Canale pour la première fois, donc c'était en 1929, la rentrée était aussi en septembre, comme 1er octobre. 1er octobre, non, à l'époque, on rentrait en 1er octobre. Et vous aviez une vie scolaire jusqu'à fin juin ou juillet. Comment se passait la vie scolaire à la Canale? Sur quelle période? Je passais, je crois, comme partout. Il y avait une particularité, c'est qu'on ne travaillait pas lundi matin, mais on allait en classe le jeudi matin. Ça, c'était justement parce que il y avait des élèves pensionnaires qui pour le week-end, repartaient dans leur famille, quand les familles étaient en province, par exemple. Par conséquent, il fallait qu'ils puissent rentrer par un train du lundi matin. Alors ça m'avait surpris, parce que je venais de Bordeaux, c'était pas comme ça. Enfin, c'est comme pas une révolution. Tiens, il y a un truc que je pourrais vous dire sur cette époque, il y a peut-être d'autres personnes qui vous l'ont dit. Il y avait dans le lycée 2 élèves qui étaient connus de tout le monde, parce qu'ils avaient une personnalité qui sortait de la moyenne. Il y en avait un qui s'appelait, on l'appelait Di d'ailleurs, il y en a un qui s'appelait Delmas, et qui était 2 ou 3 ans avant moi, il devait être en philo quand j'étais en seconde. Par la suite, il s'est appelé Chaban. Et je le connaissais pas spécialement, mais je vois encore la tête qu'il avait à ce moment-là. Puis alors, il y en avait un autre qui s'appelait Pierre Courtade, qui avait une orientation politique différente, parce que il a été rédacteur en chef de l'Humanité. Et alors c'est un type qui, quand il était en seconde ou en Cagne, je ne sais pas, avait fait je ne sais quelle performance littéraire, ce qui lui avait valu, il avait gagné ainsi un voyage aux États-Unis, ce qui à l'époque était quelque chose d'extraordinaire. Mais Simone Flao pourrait vous en dire beaucoup plus sur lui, parce qu'elle est restée en relation avec sa sœur. Je ne sais pas si d'autres personnes vous ont dit ça, je vous le cite en passant. Non, vous êtes le premier à m'en parler. Pour ça, je pensais que ça pourrait vous intéresser. Oui, tout à fait. Justement, vous parliez de personnes qui vivaient à l'étranger, donc enfin, les parents vivaient à l'étranger. Dans votre classe, la constitution type d'une classe, c'était quoi? Non, dans ma classe, c'était... En fait, c'était sur... Je dis à l'étranger, mais aussi bien c'était en province. Non, il y avait 2 ou 3 pensionnaires, mais je ne crois pas que les parents étaient à l'étranger. Les classes étaient très peu nombreuses à l'époque. On était à peine 20. C'était pas comme maintenant, c'est très différent. Donc il y avait un meilleur suivi en fin de compte par les professeurs aussi. Bien sûr, c'était certainement plus facile. Alors comment se passait une semaine à la Canale? Pourriez-vous me parler de la durée des cours, des matières étudiées, les matières les plus importantes, les jours de congé? Donc une semaine type à la Canale. Une semaine type à la Canale, c'est comme n'importe quel établissement. Il y a une particularité, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on ne travaillait pas le lundi matin, mais en compensation, on travaillait le jeudi matin, précisément pour que les internes puissent rentrer tranquillement le lundi matin. Mais il n'y a eu aucune autre particularité. Vous vous souvenez du début des cours? Ça a commencé à quelle heure?
vers 8 heures ou plus tard? Il me semble que c'était 8h ou 8h15, quelque chose comme ça. Tiens, je trouve une particularité, c'est un peu du coq à l'âne, mais enfin c'est en relation avec ce que vous dites, c'est que en terminale, et notamment en terminale scientifique où j'étais, on pensait à préparer des concours et il était important d'avoir non seulement le bachot scientifique, bachot dit de Math-LM, mais également le bachot de philo. De sorte que il y avait un professeur qui venait de l'extérieur, c'était un professeur de philo retraité, qui venait faire aux élèves de Math-LM de la philo supplémentaire. Enfin, il leur faisait ce que les élèves de Math-LM ne faisaient pas en philosophie, pour qu'ils puissent se débrouiller au bachot. C'était 1 heure par semaine. C'est un monsieur qui s'appelait Mélinan et qui avait l'art de vous mettre la philosophie en pilule d'une manière extraordinaire. Et le résultat, c'est que tous les élèves de Math-LM qui faisaient philo ont été reçus au bac de philo, et un certain nombre avec mention d'ailleurs, ce qui n'était pas le cas de tous les élèves de philo. Ah, c'était comme ça. Vous distinguez. Les matières étudiées de la 6e à la terminale, quelles étaient-elles? Bon, il y avait du français, du latin pour ceux qui en faisaient, éventuellement du grec pour ceux qui voulaient en faire. Il y avait des mathématiques, de l'histoire, de la géographie. C'était très banal, quoi. Vous aviez plus de matières scientifiques, vous, à partir de la classe de seconde, j'imagine, quand vous avez fait votre orientation? En première, jusqu'en première, la seule différence, c'était ceux qui faisaient du latin ne faisaient qu'une langue vivante, et ceux qui ne faisaient pas de latin faisaient 2 langues vivantes. Point, c'est tout. Vous avez fait du latin vous-même? Moi, j'ai fait du latin, mais pas de grec. Et puis alors après ça, il y avait une différence de programme nette entre la mathématique élémentaire et philosophie, ça, bien sûr. Et par rapport au jour de congé, donc en fin de compte, vous travaillez du lundi après-midi jusqu'au samedi matin inclus, ou samedi toute la journée? Attendez un peu. Oui, on travaillait le samedi matin. Non, même, je crois même le samedi toute la journée, il me semble. Je suis plus totalement sûr. Et vous aviez du sport aussi? Oui, il y avait de la gymnastique. Évidemment, ça n'avait pas grand-chose à voir avec ce qu'on fait maintenant. Pour de la gymnastique, il y avait une bonne partie, c'était les mouvements qu'on faisait ensemble, les 1, 2, 3, 4, etc. Je crois que c'était un peu démodé. Par contre, du sport, vraiment du sport, on faisait comme ça, qu'on jouait un peu au foot ou des choses de ce genre, mais c'était pas très organisé. C'était comme ça, quoi. Puis on faisait un peu de gymnastique aux agrès également. Et vous aviez, par exemple, déjà le rugby qui était présent à la Canal, comme non, c'était pas un sport. Non. Ça a été rajouté après. Ah oui, ça sûrement. Jusqu'à quelle heure faisiez-vous vos devoirs et comment ça se passait? En fait, vous les faisiez à la maison? Je les faisais évidemment à la maison, oui, je les faisais à la maison. Bon, je sais pas, dans la soirée. Ah tiens, une particularité, je m'excuse du coq à l'âne, mais ça me vient, c'est que c'est un lycée avec des garçons. Mais dans les classes terminales, il y avait également quelques jeunes filles. Parce que à l'époque, les filles ne pouvaient pas y aller. Le lycée Marie Curie n'existait pas, il a ouvert en 37-38 seulement. Alors les filles allaient en classe, un cours de Bois-la-Reine qui s'appelait le cours Florian, ce qui pour les de sourds représentait un sacré trajet à pied, surtout qu'elles le faisaient souvent 4 fois par jour. Et alors il n'y a qu'en terminale, elles pouvaient venir. Alors il y avait des jeunes filles en terminale, philo et Math-LM. Malgré la non-mixité du lycée? Là, il y avait des filles. D'accord. Donc vous avez connu une période de mixité juste en terminale? Exactement. C'est là que vous avez connu Madame Flau, non? Ah non, elle était un peu plus jeune que moi. Non, elle, c'était une camarade de ma sœur. C'était une de celles qui allait au cours Florian. D'accord. Ah bon, moi je l'ai très bien connue à l'époque, bien sûr. Votre sœur a aussi été à la Canal? Comment? Votre sœur a aussi été à la Canal? Non, parce que elle était plus jeune que moi, donc elle était allée au cours Florian. Et puis quand
le, le lycée Marie Curie s'est ouvert, mais elle est au lycée Marie Curie. Donc pour elle, le problème ne s'est pas posé. Comment se passaient les contrôles? Comment étiez-vous noté? C'était des notes sur 20? C'était des notes sur 20, oui. C'était des notes sur 20, oui. Bah oui, il y avait ça, puis il y avait les devoirs, il y avait ce qu'on appelait les compositions, maintenant on appelle les contrôles, il y avait une composition par trimestre, oui, je dis bien. Ça durait à peu près 1 heure, c'était en fonction du Ah cours oui, de... oui, ça durait 1 heure. Bon, c'était un devoir qu'on faisait individuellement. Puis alors ça comptait pour l'attribution des prix, parce qu'il y avait une distribution des prix à l'époque. Hein. Il y avait une distribution des prix, c'était quelque chose de très solennel, tous les professeurs en robe, puis alors une autorité de la région qui venait faire un discours, enfin, c'était très solennel, maintenant ça n'existe plus. Puis il y avait une distribution de livres, le lycée avait des crédits pour ça non plus ça n'existe plus. Comment trouviez-vous justement ce côté solennel? C'était pour vous un événement majeur dans la vie de l'étudiant? Bah, c'était la vie, c'était comme ça. C'était comme ça. D'accord. Alors c'est à cette occasion-là que vous aviez la Saint-Charlemagne? Ah, alors la Saint-Charlemagne, c'était autre chose. Non, ça n'avait aucun rapport. C'était, ça se situait, je ne sais pas, à la fin du premier trimestre, ou pendant le second, je ne me rappelle plus. Les élèves qui avaient eu quelques bonnes places, ou qui avaient eu peut-être les félicitations, ou les encouragements du conseil de discipline, enfin, qui avaient été considérés comme bons élèves, il y avait un déjeuner qui était offert par le lycée à tous ces élèves-là. Alors c'est tout. C'était une réunion sympathique. Il y avait pas, c'était pas il n'y avait pas de solennité, si vous voulez. C'était comme ça, quoi. C'était une réunion sympathique. Alors il y a quelques professeurs qui étaient là, peut-être pas tous, je ne me rappelle pas. Mais effectivement, ça c'est une tradition qui a disparu aussi. Aussi, oui. C'est peut-être dommage d'ailleurs, parce que ça donne un côté un peu plus solennel aux études. Aviez-vous des récompenses remises par le lycée durant votre scolarité? Ben, il y avait les encouragements de la discipline, il y avait les félicitations de discipline. Alors ça, c'était tous les trimestres. Alors pour ça, on a été convoqués chez le proviseur, un petit discours gentil, etc. Et il y avait également d'ailleurs des sanctions verbales, je ne sais plus comment ça s'appelait. Alors évidemment, les mauvais élèves étaient également convoqués en groupe chez le proviseur pour se faire passer un savon en groupe. Ça existait, et puis alors il y avait la distribution des prix, bien sûr. Comment avez-vous ressenti le rythme scolaire à l'époque? Est-ce qu'il était pesant ou au contraire vous laissez du temps libre pour faire autre chose? Non, pas pesant. Non, c'était pas pesant. Non, pas particulièrement. C'était certainement moins tendu que ça ne l'est maintenant. Sans compter que pratiquement à l'époque, tout élève décidait à travailler au moins un peu, était pratiquement sûr de décrocher son bachot. Oui, vous étiez peu nombreux, donc il y avait un meilleur suivi aussi. Est-ce que par cette occasion, justement, vous étiez en meilleur contact avec les professeurs? Est-ce que vous aviez plus de contact avec les professeurs? Ben, je ne peux pas faire de comparaison, même par mes enfants qui eux-mêmes sont grands maintenant, donc même pour eux, ça commence à être lointain. Oui, enfin, on n'hésitait pas à aller aborder le professeur à la fin de la classe, quoi, bien sûr. Ça posait pas de problème. Mais vous n'aviez pas, par exemple, de visite à l'extérieur avec le professeur pour aller dans un musée ou aller... Non, ça ne se faisait pas à l'époque. Ça se faisait pas. Toute la vie se faisait au lycée? Non. Il y a quelques professeurs qui avaient créé une petite bibliothèque de classe. Moi, j'ai connu ça en quatrième. Professeur qui avait quelques livres dans une armoire et qui avait organisé une micro-bibliothèque. Les autres, non, je ne sais pas, pour les autres professeurs, je ne sais pas. Il avait organisé ça parce que justement il y avait un manque au sein du lycée, il n'y avait pas de bibliothèque qui permettait d'avoir des ouvrages, ou c'était juste...
Il y avait, je ne sais pas trop s'il y avait comme bibliothèque. Il y avait une bibliothèque de livres. Il y avait une bibliothèque de livres scolaires auxquels avaient accès les internes, et puis également les fils de professeurs, ce qui était mon cas, ce qui fait qu'on avait les livres gratuitement. Mais une bibliothèque de livres qu'on allait consulter, ça existait peut-être pour les professeurs et pas pour les élèves. Vous savez, il faut voir que l'habitude d'aller chercher des livres dans une bibliothèque, à l'époque, c'était pas répandu. Maintenant, c'est plus répandu parce qu'il y a des bibliothèques municipales, des choses comme ça. À l'époque, c'était pas tellement répandu. Vous aviez votre livre et puis vous travailliez dessus. Oui, oui. Alors, quels sont les événements qui ont marqué votre vie scolaire? Je sais pas, rien de très extraordinaire. Le passage dans une certaine classe ou non? Passage d'une classe à l'autre, non, ça posait pas tellement de problèmes, c'est normal. Moi, je vous cite un souvenir que j'ai comme ça, mais c'est isolé. C'est le lendemain du 6 février 1934, vous savez, ça vous dit peut-être rien. En fait, il y a une très grosse émeute à Paris, avec des morts, etc. C'est une époque où, sur le plan politique, la France agitait pas mal. Et je vois encore un camarade arrivant le lendemain matin, le 7 par conséquent, au lycée, avec un journal qui était titré, enfin, Soirée d'émeute à Paris. Je me rappelle ça comme ça, mais enfin, des souvenirs comme ça, je dois en avoir d'autres, je me rappelle surtout celui-là. Il y avait beaucoup de politique au niveau du lycée, ou c'était un épiphénomène? Non, les élèves n'étaient pas très politisés. Non, n'étaient pas très politisés. Vous parliez de M. Chaban-Delmas, par exemple? Non, mais à l'époque, non, il était connu parce que, je sais pas, il avait une personnalité qui soit... Je ne peux pas vous dire en quoi, d'ailleurs, mais les élèves dans l'ensemble n'étaient pas politisés. Il y en a quelques-uns qui étaient un peu marqués par les questions d'une laïcité un peu raide, là, comme ça existait à l'époque. C'est quand même un peu tassé maintenant. Enfin, c'était plutôt ça, quoi. Mais enfin, ça n'allait pas très loin. Il y avait une particularité, je crois que ça n'existe plus maintenant sous la même forme. C'était qu'à l'époque, il y avait une aumônerie du lycée. Ça existe toujours, je crois, mais à l'époque, ça se passait dans des salles du lycée. Je ne crois pas que ce soit encore comme ça maintenant. Je crois d'ailleurs qu'il vaut mieux que ça se passe en dehors de l'établissement, ça évite des confusions. Mais ça, à l'époque, les gens qui voulaient des de catéchisme ou des choses de ce genre, ça se passait dans le lycée. Sans d'ailleurs que ça pose l'ombre d'un problème. Comment se passaient justement les à côté de la vie de lycéen à la Canale? Qu'est-ce que vous faisiez comme activité en dehors? Moi, à l'époque, j'étais scout. J'avais un frère qui était un peu plus jeune que moi, et qui au lycée d'ailleurs avait fait du travail manuel. Il y avait donc quelques activités de ce genre-là. Quoi d'autre? Pas particulier. Enfin bon, alors il y a quelques camarades que je retrouvais en dehors de la classe. Enfin, c'était des rencontres banales entre camarades. Je sais pas, au parc de Sceaux, on allait canoter au parc de Sceaux. Il y avait dans ma classe, tiens, je sais pas si vous avez connu à Sceaux, il y a eu des pépinières qui s'appelaient à l'époque les pépinières Crou. Ça vous dit quelque chose? Je ne sais pas. Maintenant, ça a changé de nom, enfin, bon, peu importe. Et je sais que j'étais dans la même classe qu'un fils Crou qui s'appelait Ubald. C'était un très bon camarade, ce qui fait qu'avec lui, je suis allé quelques fois. J'ai eu l'occasion d'entrer dans les pépinières à ce moment-là. Moi, évidemment, il était tué à la guerre, donc je ne l'ai pas revu depuis. C'est pas devenu les pépinières Nomblo? Ça s'appelle pas Nomblo, non, c'est pourtant un nom bien connu qui m'échappe, je ne sais plus. C'est toujours au même endroit en tout cas. Alors, vous avez été, vous, en fin de compte,
externe? Moi j'étais externe, oui. Donc vous alliez au lycée à pied? Oui, C'était la majorité. il y en a quelques-uns qui y allaient à vélo. Enfin, comme mes parents habitaient à l'époque pas très loin d'ici, d'abord rue de la République, puis ensuite rue de Fontenay, c'était 10 minutes à pied, c'était rien du tout. Ce qui fait que je rentrais à midi. Vous avez toujours été dans la région en fait. Et bien, depuis quand mon père a été nommé, on s'est installé ici, et puis j'ai habité avec mes parents pratiquement jusqu'à la guerre, quoi. Et puis j'y suis revenu à la retraite en 80, quoi. Entre-temps, j'ai eu un trou de 40 ans, ce qui fait que je n'ai pas retrouvé tous les camarades que j'avais eus à l'époque. Alors justement, avec vos camarades, est-ce que vous avez gardé beaucoup de contacts de vos amis du collège, du lycée? En ce moment, on ne parlait pas de collège, d'ailleurs. Non, le lycée commençait en 6e, point. Le collège, c'est un terme plus récent. Il y en a quelques-uns. C'est Simone Flao, bien sûr, j'ai toujours le contact. Que je dirais encore pas tellement. Il y en a un autre qui s'appelait Pierre Echelem, que je n'ai pas vu depuis quelques temps, mais que je sais où il est, quoi. Donc ça veut dire que vous aviez quelques contacts quand même bien après la vie de lycéen. Vous êtes resté en contact avec quelques personnes. Oui, mais pas tellement, parce que bon, après la guerre, oui, je suis resté dans la région parisienne quelque temps après la guerre, parce que je travaillais à Montrouge, mais j'étais marié, j'habitais à Paris. Puis après ça, je suis parti en Lorraine. Et je ne suis revenu qu'à la retraite. Ça m'a coupé d'un tas de gens. Alors, quelle langue avez-vous étudié en classe? L'allemand. L'allemand. Allemand, pas d'anglais? Ah ben non, je faisais du latin, par conséquent, on ne faisait qu'une langue, je fais l'allemand, qui d'ailleurs, à l'époque, donnait plus de points que l'anglais pour certains concours, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'était peut-être plus difficile à apprendre que l'anglais? Ça passe pour être plus difficile. Je ne suis pas sûr de dire que l'allemand soit plus difficile que l'anglais, que j'ai un peu appris par la suite. Parce que c'est certainement plus facile. L'anglais est certainement plus facile au niveau de l'élève de 6e, mais pour parler avec une certaine aisance, je ne suis pas du tout sûr que l'anglais soit plus facile que l'allemand. Ça, c'est une autre histoire. Comment étaient enseignées justement les langues et par qui? C'était enseigné par des professeurs qui étaient... Tous les professeurs que j'ai eus étaient des agrégés. D'ailleurs, les professeurs certifiés à l'époque, ça n'existait pas. C'était enseigné d'une manière assez traditionnelle. En exagérant, je peux presque dire qu'on m'a appris l'allemand comme on m'a appris le latin. Enfin, c'est la grammaire, vocabulaire, etc. Pas exactement, mais maintenant, on n'enseigne plus comme ça. Le résultat, d'ailleurs, c'est que mon langue, je suis toujours resté un fort en thème. Par exemple, professionnellement, j'ai eu pas mal d'occasions de pratiquer l'allemand, puis par la suite, d'ailleurs, l'anglais, que j'ai appris plus ou moins tout seul, et un petit peu l'espagnol. Et bien, contrairement à beaucoup de gens, dans ces trois langues, il m'a toujours été beaucoup plus facile de parler que de comprendre. Et alors qu'il y a des gens qui vous disent, moi je comprends mais je ne peux pas parler. Moi c'est exactement l'inverse. Et je crois que ça tient à ce que j'ai appris l'allemand d'une certaine manière, et qu'après ça, quand j'ai dû me mettre à l'anglais puis à l'espagnol, instinctivement, comme je travaillais plus ou moins tout seul, je me suis coulé dans ce moule, quoi. Vous aviez des bandes orales, justement, pour écouter la prononciation de l'allemand, ou c'était juste le professeur? Il y avait des disques. Il y avait des disques et il y avait une classe où il y avait un phono qu'on remontait. Alors le professeur d'allemand nous y emmenait quelquefois, mais enfin c'était un peu une amusette, on n'y allait pas très souvent. Et alors ce qu'il y avait de pas mal, c'était le lecteur, je l'avais dit tout à l'heure, c'était au fond un Allemand étudiant en français qui venait en France pour perfectionner son français, et qui en même temps était lecteur au lycée, donc on le voyait une fois par semaine, et puis on parlait avec lui, en fait, de choses et d'autres. C'était un moyen de se familiariser avec la langue. Et ça se passait durant un cours de langue?
Ah non, le non, lecteur, c'était un c'était en supplément. dehors. C'était un supplément. Ça se passait après 4 heures, après la sortie. D'accord. Donc seuls les élèves motivés y allaient. Ah oui, non, ça c'était volontaire. Oui. Ouais, d'accord. Alors, comme on vient de voir les langues, on va passer à l'Europe. Comment Ouais. est abordée l'Europe, justement, en 1929 ou jusqu'à 1936? Oui, ça, une question que je ne m'étais pas posée. Mais enfin, bah, il y avait des pays étrangers. Bah, l'Allemagne est un pays étranger, l'Angleterre aussi, les États-Unis également, puis l'Afrique du Sud aussi, si vous voulez. Enfin, il y avait des pays étrangers, c'était comme ça, quoi. Alors l'Europe, on apprenait, il y avait 5 parties du monde, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, etc. Bon, c'était ça. À l'époque, on ne voyageait pas comme maintenant. Moi, avant la guerre, je ne suis jamais allé à l'étranger. Sauf quelques fois en vacances dans les Alpes, on passait la frontière en Italie pour dire qu'on était en Italie, on y restait 1 heure et on revenait, quoi. Puis autrement, il fallait des passeports, souvent des visas. Alors il y a quelques élèves, moi je ne l'ai pas fait, et qui avaient pendant les vacances des séjours à l'étranger pour se perfectionner dans la langue, alors qu'elle est dans des familles. Ça se faisait. Moi je ne l'ai pas fait. Il y avait des échanges comme ça entre Il y avait des échanges lycées. comme ça, oui. Alors que ça s'est beaucoup répandu après. Et puis les voyages à l'étranger, maintenant c'est devenu, je ne sais pas, on va au bout du monde, comment prendre le métro, enfin à peu près. Et donc ça veut dire que l'Europe, en fin de compte, était présentée de manière géographique. Oui, ben, on avait un cours sur chaque pays, ce n'est certainement plus détaillé pour les pays d'Europe, mais enfin, une Europe politique ne parlait pas. Oui, on savait qu'Hitler avait ses idées sur la façon de faire l'Europe. Les professeurs Ça a en été assez parlaient. curieux d'ailleurs la façon dont on a vu, dont on a vu monter Hitler. Au début, on n'y croyait pas tellement d'ailleurs, et puis peu à peu, on s'est rendu compte des choses. Il y avait ça, puis alors également, enfin, je fais un peu des coq à l'âne, mais en France, il faut voir qu'on avait à l'époque l'esprit très marqué par toute une propagande, toute une littérature, notamment par un certain journal qui s'appelait Gringoire, je crois que ça vous dit quelque chose, ainsi, qui était un journal extrêmement violent contre les étrangers, les métèques, comme les Africains, les Noirs, etc., et les Juifs. Il y a un journal qui était très lu d'ailleurs, c'est un hebdomadaire, et qui vraiment, on écrivait des choses, même le directeur de journal qui écrivait ça, il est en prison, hein. Des articles sur le juif Blum, le juif Malesprance, le juif, etc., des articles extrêmement violents. Très xénophobe. Et également, elle a également sur les étrangers, sur les immigrés, les noirs, etc., des articles, je sais pas, ou même le Front National n'oserait pas écrire ça maintenant. Enfin. Et ça tout de même, ça marquait les gens. Une propagande comme ça, aussi lourde, aussi ça, qu'on le veuille ou non, il en reste quelque chose dans les esprits, enfin, au moins sur le moment, bien sûr. Ça, on l'a un peu oublié, mais à ce moment-là, les mentalités étaient très... Elles se laissaient plus ou moins influencer, mais enfin, on était très marqués par ce genre de propagande. Et ça se ressentait dans les cours du lycée? Non, c'était complètement transparent. C'était complètement transparent. Moi, j'ai jamais su si mes professeurs allaient à la messe ou n'y allaient pas. Hein. Ça, les professeurs étaient extrêmement rigoureux sur le plan de la laïcité, dans le sens de la bonne laïcité bien compris, de la neutralité dans ce domaine. Ils étaient tous très stricts là-dessus. De la même manière, leurs opinions politiques ne transpiraient pas. On ne savait pas. On pouvait quelquefois l'apprendre comme ça. Mais enfin, vraiment, ça ne paraissait pas du tout dans leur exercice de professeur. Les événements 36 vous ont perturbé ou pas dans votre scolarité? Perturbé dans la scolarité, non, parce que les classes ne se sont pas arrêtées. Hein. Les classes ne se sont pas arrêtées. Mais effectivement, à ce moment-là, quand même, on en parlait pas mal. Parce que, bon, il y avait des grèves, les fameuses grèves avec occupation d'usines, c'était quelque chose de nouveau. Ça a bloqué la machine économique pendant quelques temps. Alors ça quand même, oui, effectivement, ça marquait. On ne savait pas très bien comment l'analyser d'ailleurs. Les professeurs n'en parlaient pas.
Ah non, vous absolument essayez pas. d'en parler? Alors là, absolument pas. Parce que maintenant, dès qu'il y a un événement majeur, en général, les professeurs essayent d'expliquer le contexte. Absolument pas. Ils montrent absolument pas leurs opinions. Un professeur qui parle de ça, il lui est très difficile d'en parler sans faire comprendre quelles sont ses opinions, sans que ses opinions transparaissent. Alors là, absolument pas. Mais le sujet n'était pas abordé. Alors, à partir de quel âge avez-vous su ce que vous vouliez faire comme profession? Oh ben, je savais que je ferais des études scientifiques. Alors, j'ai fait un bachot de maths-LM à l'époque, avec à côté le bachot de philo pour avoir des points. Puis, je me suis présenté à l'école normale et à l'X. J'ai été collé à l'école normale et reçu à l'X, donc j'ai été ingénieur. J'ai d'abord été militaire, d'ailleurs, puis après j'étais ingénieur. D'accord. Et vous saviez déjà que vous vouliez porter votre carrière vers le scientifique? Oui, un peu par tradition familiale, parce que mon père était prof de fac, mais de physique. D'accord, donc effectivement vous avez Alors, un assez aspect. instinctivement, je me suis pas démarqué de cette tradition. D'accord. Et en fin de compte, votre volonté a été marquée de manière plus approfondie vers la seconde, première Bon, je sais pas, il m'avait toujours paru évident que je fasse ce genre d'études, puis je les ai faites finalement. D'accord. Est-ce que vous avez subi un bizutage dans l'une quelconque des classes? À la Canal? Oui. Absolument pas. Non. Ah non, absolument, il n'y avait rien de tel. C'était très gentillé en fait. Il n'y avait pas de. Non, il n'y avait rien, quoi. Bon, on entrait dans une classe, on avait des camarades, et puis c'était tout, quoi. Vous aviez une place préférée en classe? Non, j'étais plutôt dans les premiers rangs parce que j'étais plutôt bon élève, c'est tout. Mais vous étiez mis, en fait, vous décidiez vous-même de votre place. Oui, je sais pas si c'est changé maintenant, enfin c'était comme ça, quoi. Et les places, justement, ce qui est amusant, c'est les gens, je les choisissais en début d'année, volontairement, mais on s'apercevait, à l'époque, que les gens gardaient toujours la même. Oui, Vous aussi, c'était. oui, on gardait la même. Ça se faisait D'autant plus qu'il y a des professeurs qui faisaient un plan de classe, pas tous, mais certains faisaient un plan de classe. Alors ils aimaient bien retrouver les gens au même endroit. Bon, enfin, ça ne posait pas de problème, ça se faisait très naturellement. Et vous changiez de classe pour, quand vous changiez de cours aussi? Souvent, oui. Oui. Souvent, oui. C'est pas le professeur qui changeait Non. Pour les matières principales, il y avait une classe affectée. Alors pour les matières principales, je veux dire essentiel français, maths, etc. Par exemple, pour les langues, je crois que ça se passait dans le même local. Enfin, ça pouvait pas être le même pour tout le monde, puisqu'il y avait des gens qui faisaient de l'allemand et qui faisaient de l'anglais, mais enfin, le même local servait souvent. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'un professeur qui vous a marqué, là, de philosophie. Oui, mais c'était un peu marginal, parce que c'était un professeur extérieur. Hein. Ah, il était extérieur en fin de compte. Oui, c'était un professeur de philosophie retraité, D'accord. Monsieur Mélinan, celui qui nous mettait les philo en pilule. Très bien d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a d'autres professeurs qui vous ont marqué et qui ont une incidence en fin de compte sur votre carrière après? Je ne saurais pas dire exactement. Non, je ne saurais pas dire exactement. C'était tous des gens d'un très bon niveau. Hein. Bon, alors certains étaient considérés comme meilleurs professeurs que d'autres, tort ou à raison. Enfin, c'était tous des gens d'un bon niveau, c'était tous de bons professeurs d'ailleurs. Par rapport à la vie en général au lycée, comment étaient séparées les infrastructures du lycée quand vous êtes arrivé en 1929? Infrastructure, C'est-à-dire les bâtiments, vous aviez des cours pour les élèves de la 6e, je sais pas, la 3e, une autre cour pour la seconde. les cours, ah oui, bon, oui, oui. Oui, bon, d'une part, il y avait un petit lycée, il y avait des classes primaires, hein, c'était un lycée à l'époque. Elles ont dû être supprimées un peu avant la guerre, je crois. Il y avait des classes primaires,
Bon, alors là, ils avaient une cour pour les petits, puis il y avait deux cours. Euh, oui, alors au moins les grandes classes, c'était la cour qui était, disons, la plus au sud, quoi, oui, ce que je veux dire. Alors il y en avait une autre cour avant, qui était peut-être pour les 6e, 5e, je ne m'en rappelle pas bien ça. Mais effectivement, les élèves des grandes classes étaient dans la cour la plus au sud, quoi. Vous étiez séparés par classe d'âge. Ah ben, le lycée était fait avec un certain nombre d'ailes, enfin un peu comme un peigne. Parce que entre les dents du peigne, il y avait les cours, de très grandes cours qui devaient faire, je ne sais pas, peut-être 1 hectare chacune ou quelque chose comme ça. Quand le lycée a été construit, la place ne manquait pas. Hein. Alors, quelle était la tenue type d'un élève du lycée à l'époque? Ah, d'abord, on était longtemps en culotte courte. On avait des pantalons longs, je ne sais pas, des choses comme ça. Hein. On avait une veste, généralement. C'est plus tout à fait comme ça maintenant. On avait une coiffure également. On n'allait pas tellement détenus. Souvent à verre et basque, d'ailleurs, comme ça. Oui, c'est comme ça. Hein. Et le sac était en cuir, en tissu? Souvent un sac en cuir, ces serviettes, comme il y en a pratiquement plus maintenant, on l'ouvrait comme un livre, si vous voulez. On travaillait ça sous le bras, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est plus comme ça maintenant également, d'ailleurs. Chaque année, ça change. En fait, les étudiants donnent un style. Oui. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que moi, j'ai connu l'époque des sacs US, qui étaient des sacs verts en tissu militaire. Oui. Avant moi, c'était des sacs en cuir. Donc, c'est amusant de voir comment les élèves s'habillaient pour se mettre les sacs étaient normalement en cuir. En gros cuir épais. En cuir. Alors, quels étaient les moyens techniques mis à votre disposition pour les différents cours? Les techniques, la classe, le professeur parlait, c'était extraordinaire. Alors, il y avait des moyens techniques, il y avait des salles de dessin qui étaient évidemment un peu particulières. Il y avait les salles de manipulation de chimie, qui avaient une disposition particulière. Enfin, autrement, c'était la classe, le professeur avait sa table, devant lui, il avait les élèves sur des tables et bancs, etc. C'était, en fin de compte, il n'y avait pas beaucoup de moyens, à part l'électrophone dont vous avez parlé, ou alors les éprouvettes pour les expériences. Oui, non, il y avait le professeur, il avait le tableau noir, il écrivait au tableau noir, ça je pense que ça existe toujours, je suppose. Avec la craie blanche. Avec la craie blanche, oui, bien sûr. Non, ça se passait comme ça. Oui. Les professeurs utilisaient d'ailleurs beaucoup les craies de couleur, ou ils utilisaient que la craie blanche? Essentiellement la craie blanche. Mais il y avait deux craies. Il y avait une craie en bâton carré, et puis il y avait une craie ronde, une craie en bâton rond, que préféraient les profs de maths qui écrivaient beaucoup au tableau. Ils voulaient de la craie ronde. Je ne sais pas comment ont évalué cette technologie depuis. Souvent, ils sont passés au feutre maintenant. C'est pas mal le cas. Donc, vous parliez tout à l'heure de comme quoi le lycée avait ses livres. Est-ce que vous en achetiez en parallèle ou tout vous était fourni par le lycée? Bien, le lycée avait une bibliothèque importante de livres, les livres de classe. Les livres qu'en votre moi, c'est chez Gilbert. Et alors, avaient droit à ces livres-là, d'une part les pensionnaires, autant que je me rappelle, d'autre part les enfants de professeurs, donc moi j'y avais droit à ce titre-là, de sorte que mes parents n'avaient pas à m'acheter des livres de classe. Mais autrement, les élèves allaient acheter leurs livres de classe. Donc pour chaque rentrée, en fin de compte, il y avait une liste de livres à lire. Absolument. Il faut voir qu'à l'époque, tout le monde ne faisait pas ses études au lycée. Hein. Ça a été beaucoup généralisé depuis. Donc toutes les familles avaient au moins les moyens d'acheter les livres. Je vois, les élèves qui étaient là, c'était la plupart,
des enfants de fonctionnaires d'un certain niveau, des enfants de fonctionnaires, de commerçants, de choses comme ça. Il n'y avait pas ou très peu d'enfants d'ouvriers, sauf qu'à l'époque, les ouvriers étaient vraiment pas bien payés du tout. C'était assez... je ne veux pas dire le mot élitiste, parce que ça a l'air de poser un jugement de valeur, mais enfin, si vous voulez, les familles qui avaient de petits revenus envoyaient rarement leurs enfants au lycée, ou alors ils étaient boursiers. Alors si ils étaient boursiers, ils avaient sûrement droit au livre, d'ailleurs. Mais le tas de gens, après le certificat d'études, partaient dans l'enseignement primaire supérieur. Vous le saviez s'il y avait des élèves boursiers dans votre classe? On savait qu'il y avait des boursiers, qu'un tel était boursier, on pouvait le savoir, mais on n'en tenait aucun compte, quoi, on n'en tenait aucun compte. On pouvait le savoir parce qu'il le disait, quoi, mais c'était pas déshonorant d'être boursier. Comment se passaient les pauses entre deux cours, ou les pauses Les pauses entre deux cours, c'était très bref, c'était 10 minutes. Bon, t'attendais d'une place à l'autre de bavarder avec un copain, et puis on recommençait dans la classe suivante. Et les pauses le midi, en fin de compte, duraient combien de temps? De midi à 2 heures. Midi. C'est-à-dire qu'on avait le temps de rentrer chez soi, si on n'habitait pas trop loin. Vous veniez de temps en temps jouer au football à la Canale, ou durant le midi, ou jouer à la pelote basque? Moi non. Moi non. Vous n'avez jamais pratiqué la pelote basque contre les murs du lycée? Peut-être occasionnellement, enfin pas couramment. Non, j'avais d'autres activités physiques, en particulier j'étais scout, je faisais des choses comme ça, mais je n'avais pas d'activité de ce genre en dehors des séances de gymnastique qui étaient obligatoires. Vous n'avez jamais mangé à la cantine non plus? Non, il n'y a pas de raison. Un jour ou l'autre, des fois on peut poursuivre les copains, histoire de voir. Alors, que vous a appris la vie au lycée et les cours enseignés? Est-ce que derrière vous en avez retenu quelque chose de significatif au niveau valeurs humaines ou personnelles? Difficile à dire, parce que si vous voulez, c'est comme ça que se fait une culture, c'est des choses qu'on assimile, et puis après, on ne sait plus d'où ça vient, hein, sans compter que dans l'enseignement de l'époque, il y avait pas mal de répétitions de thèmes qu'on retrouvait. Alors se dire ça, si j'ai appris ça, quel est le professeur qui me l'a appris? Bon, j'en sais rien, c'est une imprégnation progressive. Disons que dans mon cas personnel, je parlerais quand même de la rigueur qui était une valeur enseignée. Ah oui. Et le côté humaniste aussi. Est-ce que vous aviez déjà ces valeurs qui étaient profondément marquées? Oui, mais c'était pas, comment dire, c'était pas enseigné en tant que tel. Ça, c'est des valeurs qui passaient dans l'enseignement, pas instinctivement. Les professeurs étaient comme ça, ils nous transmettaient ce qu'ils étaient, et puis on en était imprégné. Mais je ne peux pas dire c'est tel professeur qui m'a appris telle chose. C'était l'ensemble de l'éducation qui Oui, a fait que oui, vous avez oui. eu vos valeurs par Oui, la suite. oui. Mais il y avait quand même des, comment dire, des façons de raisonner, de prendre des repères, des choses comme ça, d'avoir un certain nombre de repères dans la vie, par exemple en histoire. On a des repères auxquels on peut se raccrocher 50 ou 60 ans après pour s'y retrouver. Et ça, je me rends compte par comparaison avec des personnes qui ont été formées dans d'autres écoles, notamment dans l'enseignement public, c'est pas pareil et qu'il y a des tas de repères qu'ils n'ont pas parce que c'était moins rigoureux. Mais voyez-vous ça, je le remarque maintenant chez des gens de mon âge ou un peu plus jeunes, mais qui ont été dans d'autres établissements. Il y a une rigueur, il y a une façon de raisonner et surtout des repères de dates, de fêtes, telle fête important. Ça ne me dit rien. Mais non, moi,
dans ce que j'ai appris, c'est un repère. Et puis, ce que je parle maintenant, je peux le rattacher ou pas le rattacher à telle ou telle autre chose. Mais ça, c'est une sorte d'imbibition progressive. Je peux pas dire c'est monsieur machin qui m'a appris ça. Ça, non, ça, je peux pas. D'accord. C'était itératif au fur et à mesure. Oui, ça se fait peu à peu. Puis alors, quand on a été habitué à ça, on continue soi-même à se créer des repères. Mais le sens, par exemple, de l'entreprise ou l'adaptabilité, est-ce que vous aviez des cours qui vous formaient à ça, qui vous habituaient à prendre des risques ou à prendre des initiatives? Non, absolument pas. Non, non, non. Dans une culture qui était beaucoup une culture classique, d'ailleurs. Je ne sais pas, au point de vue littérature, on passait énormément de temps sur le XVIIe siècle, un peu sur le XVIIIe et pratiquement pas sur le XIXe. C'était aussi au programme, mais en fait, ça passait tellement vite qu'il n'en restait rien. Alors, par contre, Racine Corneille, ça, on en a entendu. Bah oui, bah oui. Et en histoire, le programme n'était jamais vraiment terminé. Autrement dit, on savait pas mal les choses jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Bon, la création de la Troisième République, et puis après, c'est peut-être passé à la fin de l'année, mais enfin, c'est passé à toute vitesse. C'était assez curieux. Avec du recul, je me dis vraiment, c'est quand même bizarre que j'ai pratiquement pas eu de leçon de classe sur la guerre de 14, et qui était quand même terminée depuis 15 ans. Ah oui, vous n'avez pas de leçon? Il y en avait au programme, enfin, ça tombait en fin d'année, je sais plus. Bon, finalement, c'était pas traité comme ce qui se passait 100 ans avant. C'était comme ça, hein, c'était comme ça. Peut-être dû aussi aux 50 ans exigés pour travailler les documents historiques, pour pouvoir justement analyser. Oui, je sais pas trop, mais c'était pas très avancé. tout ça était vraiment une culture du passé, mais culture de qualité, hein, d'où il restait pas mal de choses. Alors, êtes-vous, dans certains cas, avez-vous des suggestions en disant, en fait, si c'est à refaire, j'aimerais changer certaines manières de faire, certaines manières d'opérer par rapport à ma vie de lycéen? Moi, je sais pas, à l'époque, ça paraissait assez évident. L'enseignement que j'ai reçu, au point de vue culturel, il était, enfin, j'entends au point de vue culture littéraire, scientifique, etc. Moi, je crois qu'il était de qualité, si vous voulez. Au point de vue humain, il y aurait certainement eu d'autres choses à faire, mais ça c'est très difficile à dire. Maintenant, évidemment, dans ce domaine, on va beaucoup plus loin, d'une manière qui quelquefois est contestée. Non, ça c'est une question très difficile, ça je ne peux pas vous y répondre valablement. Justement, dans le cadre de votre orientation, est-ce que vous aviez des conseils des professeurs pour... Est-ce que, pardon? Vous aviez des conseils de professeurs pour vous aiguiller vers une voie à suivre, ou c'était les parents qui vous incitaient? Non, c'était pas du tout systématique. C'était pas systématique. Alors, ça pouvait se faire individuellement, on parlait avec un professeur, mais enfin... non, assez peu. Vous voulez faire ça, bon, vous voulez un atelier spécial, bon, ils font très bien, allez-y. Vous n'aviez pas de contacts spéciaux avec les entreprises, par exemple? Ça n'existait pas, les forums? Non, pas du tout. Il y avait quelque chose qui se faisait, c'était l'école des travaux publics de Cachan, qui faisait de l'art table dans les lycées, et qui essayait de recruter les élèves, avant le bachot d'ailleurs, je ne sais plus, peut-être au niveau de la troisième ou quelque chose comme ça. C'est une bonne école, c'est-à-dire devenue une grande école d'ailleurs. C'était certainement de niveau convenable à l'époque, je ne sais plus exactement, mais c'est la seule qui venait chercher mais des exposés sur les différentes professions, sur ces choses-là, rien de tel, non. On trouvait sa voie un peu par tradition familiale, des goûts des uns et des autres.
Ça se passait comme ça. Hein. En vous en parlant d'ailleurs, je me rends compte que c'est beaucoup plus lointain que ce que je pensais. C'est pas si lointain que ça. Ben si, quand même. Quels étaient vos contacts avec les autres lycées de la région? Aucun. Ok. Aucun. Ni sportif, ni intellectuel? Non, non, aucun. Quand vous avez passé maintenant on dirait le baccalauréat, Oui. vous étiez au sein de votre propre lycée, vous étiez amené à aller dans un autre lycée. Ah non, ça s'est passé dans d'autres établissements. Donc c'est le seul échange que vous avez pu avoir avec un Oui, autre bon, on allait lycée. dans un autre établissement, puis sa composition, puis on allait. Hein. C'était pas vraiment un contact avec l'autre établissement. Et vous-même, vous avez été dans quel établissement pour vos examens? Je sais que pour le bachot de philo, j'étais à Victor-Duruy, mais pour les bachots de première et de Matélème, je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Ça vous a pas marqué profondément? Non, bon, vous savez, c'était d'aller dans un lycée, dans cette salle-là, voilà votre place, le sujet, puis c'était tout. Alors, que faisaient les lycéens après le baccalauréat en règle générale? Continuaient leurs études supérieures ou il y en a qui partaient travailler? Compte tenu de la composition sociologique des élèves, hein, qui étaient quand même des gens qui venaient presque tous de classes au moins aisées, si vous voulez, non, ils continuent leurs études. Alors il y a ceux qui font des études scientifiques, ben, ils allaient en taux, puis on a une école, il y a ceux qui faisaient leur médecine, ceux qui allaient faire leur droit, des choses comme ça, quoi, si vous voulez. Mais en fait, tous continuaient. Alors, maintenant, on va attaquer, juste pour terminer, les histoires et les anecdotes. Est-ce que vous avez participé à des blagues de lycéens? Bon, non, rien de marquant. Rien de marquant. Rien de marquant. C'est-à-dire, vous n'avez pas une anecdote particulière à raconter par Non. rapport à votre vie de lycéen? Non, rien de marquant. C'était un élève studieux et sage. Bon, ça, je travaillais, ça c'est certain. Et avez-vous entendu certaines légendes ou histoires sur le lycée Lacanal, comme les souterrains, des choses comme ça? Non, Non. non. Il n'y a pas de bruit de souterrains existants entre Lacanal et ce qui est devenu Marie Curie Bon, vous savez, Marie Curie a été ouverte en 37 ou 38. Il n'était pas question de faire un souterrain à l'époque entre Lacanal et Marie Curie. C'est vrai qu'il y a quand même une certaine distance. Historiquement, ça ne peut pas s'expliquer, d'ailleurs. Ça peut être que des histoires inventées s'il y en a. Est-ce qu'il y avait, au bout de l'aile sud, un peu plus loin, après la salle gymnastique, bon, je sais qu'il y avait une chapelle, mais on n'y allait jamais. Non, j'ai l'impression qu'il y avait un autre bâtiment aussi là, mais je ne me rappelle pas. Vous ne cherchiez pas à découvrir le lycée en tant que lycéen, comme par exemple aller dans le parc, même si c'était défendu ou Non, pas... on n'y allait pas. On n'y allait pas. Puis après nous, on venait pour... problème pouvait se poser pour des pensionnaires. Mais enfin, nous, on venait pour la classe, on arrivait pour la classe, la classe finie, on rentrait chez nous. Hein, donc le problème ne se posait pas. Non. Et les personnes qui vivaient à demeure dans le lycée, est-ce que vous les côtoyez de temps en temps? Ben, vivait à demeure, ça, il y avait le proviseur, le censeur. Oui, ou même les chauffagistes, des personnes qui Non. vivent, voilà, non? Non, Ça non. ne vous a pas marqué Non. Parce que, alors, on m'a parlé du bégaleur. Est-ce que vous avez connu... Je ne sais pas ce que c'est. En fait, le bégaleur, c'était la personne qui bégayait. Et c'était la personne qui venait avec des croissanteries pour la pause. Non, je n'ai pas Vous connu n'avez ça. pas Je n'ai pas connu connu ça. Non. D'ailleurs, est-ce que vous aviez la possibilité d'avoir quelque chose, un encas, durant certaines pauses? Si on voulait, on pouvait, oui. Enfin, il fallait l'emporter de la maison. C'est vous qui
vous deviez faire. Ah, tiens, il y avait une particularité à l'époque, c'était les pions. C'est quelque chose enfin, pas sous elle n'existe plus sous cette forme. C'était en général des gens qui avaient voulu faire des études de professeurs, puis qui s'étaient arrêtés à mi-chemin avec une licence ou quelque chose comme ça, puis pour gagner leur vie, ben, ils étaient surveillants au lycée, on appelait ça les pions. Bon, alors ça n'existe plus sous cette forme maintenant et depuis longtemps. Il y en avait un qui était un peu particulier, c'était celui qui régnait sur la bibliothèque, qui s'appelait, je crois, Didelais, mais que pour des raisons confuses, on appelait BDZ. Alors c'était un type très autoritaire qui régnait sur la bibliothèque. Donc c'est lui qui distribuait les livres de classe en début d'année et qui les récupérait en fin d'année. Alors c'était un monsieur qui paraissait assez grand et imposant, avec un chapeau melon, parce qu'il y avait encore des gens qui avaient des chapeaux melons à l'époque, et qui régnait autoritairement sur cette bibliothèque. Il faisait bien son boulot. C'est le seul souvenir que vous avez de la vie comme ça C'est un souvenir, autrement c'était vraiment du très banal, quoi. Les arbres dans le lycée, les marronniers, tout ça, en fin de compte, étaient déjà présents dans les cours des lycées? Il me semble bien, oui, je crois. Ils sont costauds, donc je pense que Il me semble, oui. ils devaient déjà être présents. Oui, il me semble. Et donc vous n'avez pas connu d'agitation particulière dans le lycée? Parce que quand vous êtes parti, en fin de compte, les conflits après de la Deuxième Guerre mondiale qui sont arrivés après vous, mais de 29 donc jusqu'à 36, non. Non. La jeunesse était très sage à l'époque, surtout cette jeunesse-là. Oui, je vois. Oui. Je ne peux pas en dire autant, malheureusement, mais c'est amusant. Est-ce que vous avez des choses à raconter en plus ou des anecdotes? Écoutez, non, je vois pas. À l'esprit, là, il me vient Est-ce que vous aviez des cours pour aller à la piscine ou est-ce que vous aviez Non. ce genre de... Non. Vous n'alliez jamais à la piscine? J'y suis quelquefois allé, c'était individuel, mais enfin c'était indépendant du lycée. Vous n'avez pas de cours de natation avec le lycée? Non. Vous savez, à l'époque, dans des établissements d'enseignement, on enseignait, point. Et il n'y avait rien ou pas grand-chose à côté. Les gens pouvaient toujours aller à la piscine, être scout comme je l'étais, etc. Mais en dehors de l'enseignement, il n'y avait pas grand-chose. Et les cours se terminaient vers 17h à peu près, c'était ça? 16h. L'après-midi, c'était 2h, 4h. Et le matin, c'était 8h, peut-être 8h15, je ne sais plus, jusqu'à, je crois, 11h. Peut-être même midi. Et vous aviez peu de trous, en fin de compte, dans votre emploi du temps? Il n'y avait pas de trous dans l'emploi du temps. Il n'y en avait pas du tout. Et au niveau des congés scolaires, je reviens sur ce que vous avez déjà vu, et c'était des congés scolaires de l'ordre d'une semaine, 2 semaines Il y avait une dizaine de jours à Noël, ça allait de Noël au 1er de l'an. Il y avait 15 jours à Pâques, alors ça a été bloqué sur la fête de Pâques, la semaine d'avant, la semaine d'après. Et puis des vacances d'été, c'était du 14 juillet au 15 juillet au 1er octobre. C'est ça, dans toute la France. Et le lycée était fermé déjà, parce qu'il était centre d'examen ou pas? Vers le mois de juin. Est-ce que vous aviez... Il y avait, je sais, me rappelle pas s'il y avait des bachots qui se passaient à la Canale, parce que pour des gens de Paris, ce n'est pas très commode. Les Parisiens n'aiment pas aller en province, les provinciaux vont à Paris, mais pour les Parisiens, encore maintenant, aller en province, même à Sceaux, c'est une aventure. Et alors, je ne sais pas s'il y avait des bachots qui se passaient à la Canale, mais alors effectivement, dans les lycées parisiens, quand un bachot se passait, mais les classes n'étaient pas libres, donc les élèves... Il n'y avait pas de classe pour les élèves à ce moment-là. Une sorte de chômage technique, on peut dire. Une sorte de chômage technique, oui, c'est ça. D'accord. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Parce qu'on peut arrêter. Alors vous allez faire un montage avec ça, alors? Ah oui.
tout à fait.